2026. Asa Raskin est assis dans une salle d'audience au Nouveau-Mexique. Face à lui, un juge. Autour de lui, des avocats, des familles, des victimes. Il est là pour témoigner contre une technologie qui, selon lui, consomme l'équivalent de 200 000 vies humaines, chaque jour. Ce qu'il ne dit pas d'emblée, c'est qu'il en est l'auteur. Alors, pour comprendre comment on en est arrivé là, comment un homme passe de créateur à témoin à charge contre sa propre invention, eh bien, il faut remonter dans le temps. Remonter à une idée, une règle, presque une obsession. Une interface réussie est une interface qui disparaît. Dans le monde du design, l'interface est la couche entre vous et ce que vous voulez faire. Son rôle, c'est de créer un pont de communication naturelle entre l'humain et la machine. Et le paradoxe de l'interface, c'est que plus elle est réussie, moins elle est visible. Le rôle des concepteurs est donc de concevoir quelque chose dont le succès se mesure entre autres à son invisibilité. C'est une idée qui semble évidente. Elle ne l'a jamais été. Et c'est cette idée-là, défendue pendant des décennies, transmise de père en fils, qui va, un soir de 2006, produire quelque chose que personne n'avait prévu. Jeff Raskin entre chez Apple en janvier 1978. Il est le 31e employé de la boîte. À l'époque, utiliser un ordinateur, c'est parler la langue de la machine. Du texte brut, des commandes, des manuels de 400 pages. Les ordinateurs ressemblent à des cockpits d'avions militaires, réservés aux ingénieurs, aux scientifiques et aux gens qui ont passé des années à apprendre leur syntaxe. Alors, l'idée qu'un ordinateur puisse être naturel et intuitif, eh bien, personne n'y croit vraiment. Sauf Jeff. So I wanted something that would be small, be a lot easier to use than anything that was then available, and relatively inexpensive. My interest has always been on making things easy to use, pleasant to use. Ce qui l'obsède, c'est une vision simple. Remplacer les commandes textuelles par des gestes directs. Vous voyez un objet à l'écran, vous sélectionnez et vous agissez. La machine devrait parler votre langue, et pas l'inverse. Il n'a pas encore décidé quel dispositif physique servira à cette idée. Ce qui compte, c'est le principe. L'interface s'efface dans votre main. Jeff veut pousser cette logique jusqu'au bout. Il imagine un ordinateur compact, pas cher, moins de $1000. Écran intégré, clavier, et le tout dans un seul boîtier. Pas de jargon ni de manuel compliqué. Vous l'allumez et vous travaillez. Une Information Appliance, c'est son terme. Un outil qui serait aussi naturel qu'un appareil électroménager. Il appelle ce projet Macintosh, du nom de sa pomme préférée. Il impose des décisions que personne ne comprend. Et quand on lui force l'adoption de la souris contre son avis, eh bien, Jeff pose une condition. And so when I came to create the Macintosh project, I thought a lot about how we could make it easier to use, and I realized you could do all the things you had to do with a one-button mouse. It took me a while to convince people it was possible, but eventually we did. Un bouton. Un seul. Et dans une industrie où chaque ingénieur veut ajouter des fonctionnalités, eh bien, Jeff est celui qui retire, qui simplifie, et qui considère que chaque complexité supplémentaire est un échec. Et puis, Steve Jobs arrive. Jobs venait de se faire éjecter du projet Lisa. Il cherche un nouveau terrain. Il regarde ce que fait Jeff et il décide que c'est ça qu'il veut. Et ce qui se passe ensuite est l'une des histoires les moins racontées de la Silicon Valley. Jobs reprend le projet, pas d'un coup, progressivement. Il commence à assister aux réunions et puis à les diriger. Et puis à contredire Jeff sur ses propres choix. Il veut un Mac plus puissant, plus cher, plus ambitieux. Jeff veut un Mac simple, à $1000 maximum. Les deux visions sont irréconciliables. En 1981, Steve Jobs prend progressivement le contrôle du projet Macintosh. Raskin est mis de côté, écarté des décisions, dépossédé de sa vision. Celui qui avait imaginé le projet, recruté l'équipe, posé les bases de l'interface, n'a plus vraiment sa place. Alors, il reste encore quelques mois, mais le Macintosh ne lui appartient déjà plus. Début 1982, il quitte définitivement Apple. Il ne verra jamais le lancement du Mac. Il regardera ça de loin en 1984 depuis le public. C'était pourtant son projet, son nom, mais la gloire d'un autre. Alors, à ce moment-là, Jeff fait face à un choix. Il pourrait s'arrêter, écrire ses mémoires et nourrir son amertume. Mais alors sa mission de créer l'interface homme-machine telle qu'il l'imaginait, elle n'est toujours pas accomplie. Alors il décide de repartir à zéro. Il fonde sa propre entreprise et développe son propre projet, le Cannon Cat. Un ordinateur encore plus radical, encore plus proche de sa vision. Il écrit également The Human Interface, publié en l'an 2000, un manifeste.
200 pages sur une seule idée. La technologie doit se soumettre à l'humain. En 2004, son fils Asa le rejoint sur son dernier projet, Archie. C'est une tentative ultime, l'interface qui disparaît complètement. Et un symbole, père et fils, pour la première fois, ensemble. Archie, c'est une tentative radicale de repartir à zéro. Non pas à partir de ce que les ordinateurs savent faire, mais à partir de comment le cerveau humain fonctionne. Concrètement, on n'a plus d'applications, on n'a plus de fichiers, plus de sauvegarde manuelle, et on reste dans un seul espace continu. Tout est persistant et surtout, chaque action produit toujours le même résultat, peu importe le contexte. Alors, Archie sera développé, testé et rendu public en open source, mais jamais adopté. La rupture est bien trop grande. Alors, ce que Jeff laisse derrière lui finalement, ce n'est pas un produit. C'est une vision qui a fini par s'infiltrer partout ailleurs, dans les mains de gens qui ne connaissent même pas son nom. La sauvegarde automatique, la recherche instantanée, l'annulation infinie, les interfaces épurées des smartphones. Aucune de ces choses ne cite Archie, mais toutes répondent à leur façon aux mêmes questions que Raskin se posait déjà dans les années 70. Un an plus tard, en février 2005, Jeff Raskin meurt d'un cancer du pancréas. Il avait 61 ans. Alors, il laisse derrière lui une philosophie, une œuvre inachevée, et un fils de 21 ans qui a grandi avec une conviction. La technologie peut être humaine. So I'd like to tell a story about my father. My father and I actually had a very close, great relationship. We were best friends. He was also the guy that invented the Macintosh at Apple, so he taught me from a very early stage that it's never the user's fault. I had got the call that my father was sick my senior year of college. It was pancreatic cancer, late stage pancreatic cancer. And the prognosis was that he had 3 months to live. And so I was here staring at this package, this gift that he'd given me, and it turned out that it was a vintage razor blade, vintage safety razor blade. I don't know if you guys have ever seen one, but it's genius in its simplicity. There's a flat razor which gets arched underneath a metal shield. Presses down, it makes the razor incredibly strong with that arch. At the same time, the same shield shields your face from getting cut. In it is the simplicity and elegance that all inventors and all designers strive for. And in it was also my father's final gift to me. It was that design is the beauty of using constraints as advantages. Asa Raskin grandit dans un environnement où ces questions font partie du quotidien. À 10 ans, il donne sa première conférence face à des chercheurs en interaction humain-machine de San Francisco. Son père l'avait emmené sur scène. À 17 ans, il consulte pour des entreprises à l'international. À 19, il coécrit un manuel de physique, fait de la recherche en matière noire à Tokyo et Chicago et obtient son diplôme en mathématiques et en physique. Asa Raskin a 21 ans quand son père meurt. L'année d'après, il fonde l'entreprise Humanized. Le nom n'est pas un hasard. Continuer l'œuvre. Honorer ce que Jeff n'a pas eu l'occasion de finir. Il tente de créer des nouvelles solutions pour créer des interfaces plus humaines, éliminer la friction, faire disparaître la machine. Et un soir de 2006, Asa est devant son écran. Il cherche quelque chose sur Internet. Les résultats s'affichent sur Google. 10 liens. En bas de page, une rangée de chiffres. Page 1, page 2, page 3. Il clique sur la page 2. La page se charge. Il continue de chercher et clique sur la page numéro 3. La page se charge encore. Et là, il se rend compte. Chaque clic est une friction, mécanique, répétitive. L'interface résiste. Elle rappelle à l'utilisateur qu'il est en train d'utiliser la machine. And I was sitting there thinking about blog posts and I was thinking about search, and it's like, well, every time I, as a designer, ask you, the user, to make a choice you don't care about or click something you don't need to, I've failed. Et à ce moment-là, une solution simple lui saute aux yeux. So obviously, if I get near the bottom of the page, I should just load some more search results or load the next blog post. And I'm like, this is just a better interface. Et si le contenu se chargeait automatiquement, au fur et à mesure qu'on descend. Plus de pages, plus de clics, un flux continu, sans fond et sans résistance. Il code ça en une nuit, et l'interface s'efface.
Elle disparaît exactement comme son père l'avait toujours voulu. Il appelle ça l'infinite scroll, ou le défilement infini. And so the thought was, why don't we just take the content that's on this second page? The user is already scrolling. Scrolling already means show me more. So we just load in extra content and place it beneath, and place it beneath, and place it beneath. And this gave rise to infinite scroll. En 2008, il présente l'idée dans une conférence de San Francisco. La salle est enthousiaste, et dans les années qui suivent, les réseaux sociaux se popularisent de plus en plus. Il voit dans cette fonctionnalité une possible mine d'or, et l'adopte rapidement. Instagram implémente le scroll infini dès son lancement en 2010, puis Twitter, Facebook, Pinterest, Reddit, YouTube. Ça devient le nouveau standard. Et d'un coup, des milliards d'utilisateurs commencent à scroller, sans jamais toucher le fond. Asa, lui, il ne le vit pas comme un triomphe. Il est déjà passé à autre chose. Il est sur d'autres projets, d'autres interfaces. Sa trouvaille a été adoptée par la moitié de la planète pendant qu'il regardait ailleurs. Mais ce qu'il n'a pas vu à ce moment-là, ce que personne n'a vu, c'est ce que la page numérotée contenait vraiment. And what I was blind to was the way that all of my best intentions were sort of irrelevant in the face of this machine that, with an incentive now to capture human attention, picked up my invention and then pushed it out to eventually billions of people. Ce clic obligatoire, cette seconde de friction mécanique, n'était pas qu'une contrainte technique. C'était en fait un micro-moment de décision. Minuscule, presque inconscient, mais réel. Page 2. Vous appuyez. Vous choisissez, sans même y penser, de continuer. Ce geste ne prenait qu'une seconde. Asa vient de supprimer cette seconde. Et avec elle, le seul moment où vous décidiez si vous vouliez encore être là. La trouvaille d'Asa Raskin, c'est une décision de design. Un ingénieur qui résout un problème d'ergonomie, d'interface. Mais ce que l'industrie en a fait, c'est une autre histoire. Un adolescent sur 10 présente des signes d'addiction aux réseaux sociaux, c'est ce que révèle une nouvelle étude de l'Organisation mondiale de la santé. En fait ici, l'Organisation mondiale de la santé fait référence à des symptômes similaires à ceux de l'addiction. T'es en hypnose, tu te rends pas compte de ce qu'il y a autour de toi et que t'arrives plus à m'arrêter. Facile d'arrêter de scroller. Question piège. Quand on commence à regarder par exemple TikTok, le cerveau il a pas envie de s'arrêter parce que ça le divertit. On se dit tous, c'est facile d'arrêter de scroller. Il suffit d'arrêter, il suffit d'appuyer sur un bouton, revenir en arrière, mais non, c'est pas aussi facile que ça l'a jamais été à vrai dire. Maintenant, toute la population se met à passer en moyenne plusieurs heures par jour sur les réseaux sociaux, sans vraiment choisir. On pense que c'est juste une question de discipline, mais les chercheurs de l'université de Pittsburgh, qui l'étudieront quelques années plus tard, découvriront que non. En fait, les plateformes ont compris quelque chose que les casinos savent depuis les années 50. Imaginez une machine à sous à Las Vegas. Un joueur compulsif ne joue pas parce qu'il gagne, il joue parce qu'il pourrait gagner. La prochaine fois. Encore une fois. C'est l'incertitude qui crée l'addiction. Et le fil d'actualité des réseaux sociaux fonctionne exactement comme ça. Et sans s'en rendre compte, toute la société s'est mise à scroller, de plus en plus, dans l'espoir de trouver quelque chose. Et pendant que vous cherchez, l'algorithme analyse quoi vous proposer. Jeff Raskin voulait que la technologie serve la pensée. Ce système-là ne sert pas à la pensée, il la court-circuite, en supprimant les micro-choix conscients de continuer ou d'arrêter. Asa Raskin a fait le calcul lui-même. Sa fonctionnalité, maintenant déployée sur toutes les plateformes, consume l'équivalent de 200 000 vies humaines chaque jour. Oui, on met 200 000 personnes qui scrollent pendant 80 ans, et c'est ça, le temps que l'humanité perd à scroller en un jour. Et ça, chaque jour. C'est le vol le plus massif de l'histoire de l'humanité. Et ça, sans loi transgressée, et avec le pseudo-consentement de chaque victime. I'm the hapless human being that invented infinite scroll. How dare you? Yeah. Entre TikTok et toi, qui maîtrise la situation? TikTok? Non, moi? TikTok? On arrive au stade où les études s'accumulent. Les chiffres sur la santé mentale des adolescents commencent à circuler. Aux États-Unis, les taux d'anxiété et de dépression chez les moins de 18 ans grimpent en parallèle exact avec l'adoption des smartphones et des réseaux sociaux.
À côté de ça, une étude canadienne sur 580 adolescents montre que 45% présentent une anxiété cliniquement significative. Avant les smartphones, ce chiffre était entre 8 et 15%. C'est le scrolling passif, faire défiler sans interagir, sans liker, qui est identifié comme le comportement le plus destructeur, devant le contenu violent. Juste scroller, dans le vide. Asa en tire de sombres conclusions, et il n'est pas le seul. Tristan Harris est un ex-employé de chez Google. Il était éthicien du design. Son rôle, c'était de responsabiliser les employés concernant l'impact du design sur l'humain et la société moderne. En 2013, il tire la sonnette d'alarme avec une présentation interne de 141 diapositives pour alerter ses collègues de ce que l'industrie est en train de construire. I made a slide deck that was kind of a manifesto, and it said, basically, we, never before in history have 50 designers who look like me, 20 to 35-year-old white engineers from California, decided what 1 billion people's attention or thoughts will be in a day, and that we have this enormous responsibility in how we're shaping and influencing people's minds. I designed it in a very high-impact way, and I sent it to 10 people for feedback. I went to work the next morning when I got in the Google bus, and I turned around. There was several different laptops that had it open on their screen, and so I really knew that it had created, a brief but important cultural moment. Des dizaines de milliers d'employés la lisent, mais rien ne change. Il décide de quitter Google en 2016. C'est lui qu'Asa Raskin appelle. En 2018, ils fondent ensemble le Center for Human Technology. Ces deux hommes qui ont vu le mécanisme de l'intérieur. L'un l'a construit, l'autre l'a vu s'emballer. Ils parcourent le monde ensemble et tentent d'éveiller les consciences. En 2020, ils produisent un docu Netflix qui va tout changer, The Social Dilemma. Pendant 90 minutes, d'anciens ingénieurs, designers et dirigeants des plus grandes plateformes mondiales expliquent, depuis l'intérieur, les mécanismes conçus pour accaparer l'attention et pourquoi ça ne va pas s'arrêter. Le documentaire est vu par plus de 100 millions de personnes. Ça change quelque chose dans la conscience collective. Pour la première fois, des millions de gens mettent des mots sur ce qu'ils ressentent. Le sujet sort des cercles académiques pour entrer dans les conversations ordinaires, les dîners de famille et les salles de classe. Ils interviennent dans des podcasts, font des auditions au Congrès américain et des comparutions devant la Commission européenne. Ils deviennent la référence mondiale sur les effets de la technologie sur la société. Et un jour, Asa dit quelque chose en public qui leur est pu taire. Lui, l'homme qui comprend le mécanisme mieux que quiconque, qui peut vous expliquer précisément pourquoi votre cerveau scrolle encore, qui connaît chaque rouage du piège, cet homme-là a dû écrire un programme pour se désintoxiquer de Twitter et de Reddit. Un outil qui ralentissait artificiellement le chargement. Plus il scrollait, plus ça devenait lent. Parce que sa volonté seule, même armée de toute sa connaissance, n'était pas suffisante. Comprendre le piège ne suffit pas à en sortir. Alors, vous vous souvenez de la règle ? Une interface réussie est une interface qui disparaît. Jeff Raskin a passé sa vie à défendre cette idée. Contre Jobs, contre l'industrie, contre tous ceux qui pensaient que la technologie devait impressionner, dominer. Lui voulait le contraire. Une technologie qui s'efface pour laisser l'humain être pleinement dans ce qu'il fait, dans sa pensée, dans sa curiosité. Son fils y a cru et a voulu l'honorer. Et un soir de 2006, en supprimant la contrainte d'une page numérotée, il a créé quelque chose qui respecte la règle à la perfection. La friction du scroll a disparu. Vous ne sentez plus votre pouce qui bouge. Vous ne remarquez plus les heures qui passent. L'interface a disparu. Sauf que Jeff voulait que la technologie s'efface pour laisser la place à l'humain. Ce que l'industrie a fait, c'est effacer la technologie pour mettre l'algorithme à la place. Quelqu'un a pris la philosophie d'un homme et l'a retournée contre ce pourquoi il avait vécu. Alors, ce soir, vous allez scroller. En moyenne, 2h20 minutes. Peut-être plus, sans vous en rendre compte. Jeff Raskin voulait que la technologie s'efface pour nous libérer. Elle s'est effacée. Mais ce n'est pas nous qui l'a libérée.